Bonsoir, nous sommes le 22 avril 2015, il est l'heure du journal de la rédaction, comme chaque jour, du lundi au vendredi. Et dans l'actualité yvelinoise, à Bois d'Arcy, les berges du canal paysager de la Croix-Bonnet sont régulièrement inondées en cas de forte pluie. L'accès au ponton a même été interdit récemment. Le concours Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche en français et en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Lauréate sur le secteur Paris-Saclay, Laura Laensina va participer à la finale nationale le 3 juin à Nancy. Elle est l'invitée de cette édition. Et puis le Haras des Brévières vient de présenter aujourd'hui son nouveau spectacle, prouesse équestre et humour pour Morgane Livet, artiste en résidence, ou encore émotion avec une toute nouvelle artiste, Diane Frémion. Depuis le 12 mars, les salariés syndiqués du groupe SNECMA luttent contre ce qu'ils estiment la politique d'austérité de leur groupe. Mais durant les négociations de ces dernières semaines, un des salariés de l'entreprise aurait eu un comportement agressif à l'encontre de sa direction qui leur aurait valu une mise à pied, une sanction contestée par ses collègues CGT, CFDT qui se sont rassemblés à Manille-les-Hameaux aujourd'hui pour le soutenir. On voit très bien dans les entreprises, il y a dans de nombreux groupes des remises en cause au niveau des conditions de travail, une politique salariale qui est loin des attentes et des réalités de ce que vivent les salariés au quotidien dans leur vie et sur le lieu de travail. En termes de propositions salariales, on considère qu'il y aurait besoin immédiatement d'augmenter les pensions de retraite et les salaires de 10% pour amener un salaire minimum à 1 700 € qui permette à chaque salarié de pouvoir vivre dignement et faire vivre sa famille dignement. On considère aujourd'hui, y compris que la question du temps de travail elle doit être posée de partout. Et la revendication que porte la CGT d'aller à une semaine de 32 heures nous paraît une revendication juste. On considère que temps de travail, emploi et question salariale, le tout est lié pour vraiment porter des revendications qui puissent être prises en compte par le patronat et par le gouvernement. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas trop entendu. Après une rencontre avec les responsables syndicaux et la direction, la sanction à l'encontre du salarié sera en tout cas annulée. Le salarié qui va donc pouvoir reprendre le travail. Autre mobilisation, celle des salariés de la société SGI à Plaisir, lancée le 16 avril dernier et qui touche à sa fin. Dans cette entreprise du secteur de l'aéronautique, ils sont une centaine à souhaiter une hausse de salaire de 70 € brut, alors que la direction en proposait jusqu'à présent 35, en expliquant devoir contenir ses prix pour ses clients. Et pendant ce temps, aux États-Unis, vous avez sans doute entendu parler de Dan Price, ce chef d'entreprise qui a décidé de baisser son salaire annuel d'1 million à 70 000 $ afin d'augmenter ses 120 salariés. C'est une décision qui a été prise en plein débat de l'autre côté de l'Atlantique sur les inégalités salariales. Qu'en pensez-vous? C'est notre question du jour. Réduit son salaire. Oh, j'ai jamais vu ça. Vous en pensez alors? Que du bien. Que du bien. Tout dépend de la situation de l'entreprise. Forcément, s'il n'y a pas d'évolution de salaire, de plan promo dans une entreprise, c'est bien que le patron fasse un effort aussi. Pourvu que ça continue sur cette voie-là, c'est parfait. Pourvu que ça continue sur cette voie-là. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi ça se passe en Allemagne? Ça, c'est bien dommage. On n'en connaît pas, nous, des patrons qui ont fait ça encore. Mais ça va venir peut-être un jour. L'espoir, faut pas rêver. Je sais pas trop, parce qu'en fait, ça dépend de s'il y a des actionnaires ou pas. Et que s'il y a des actionnaires... Le patron, je ne sais pas s'il a trop de possibilités de choix. Par contre, je pense que ce serait possible en France. Ça tient c'est que de la volonté en fait. On change de sujet à présent. À Bois d'Arcy, le canal paysager du quartier de la Croix-Bonnet connaît quelques dysfonctionnements. Ce lieu de promenade, qui est très prisé par les habitants, serait régulièrement inondé lors de fortes pluies. Des inondations qui seraient dues aux nombreuses constructions en béton qui sont apparues récemment aux abords de ce bassin. Les précisions, les explications avec William L. Alors, l'eau actuellement est au bon niveau sur le canal. Comment vous pouvez savoir si l'eau est au bon niveau sur le canal de la Croix-Bonnet? Vous regardez la passerelle et quand vous regardez, vous voyez les V en dessous. Quand vous voyez le niveau d'eau en dessous des V, ça veut dire que l'eau est au bon niveau. Si Jérémy Demassier s'inquiète autant du niveau de l'étang de Bois d'Arcy, c'est que dernièrement, il a subi quelques dysfonctionnements. La balade de la Croix-Bonnet, pourtant un des lieux de promenade préférés des Arcisiens, serait sujet à des inondations dans le cas de fortes pluies. En fait, c'est une question de rapidité de l'eau. Sur du béton, l'eau coule très rapidement, donc elle alimente le canal rapidement. Et donc vous avez en peu de temps une forte averse, donc de l'eau qui remplit le canal. C'est à cause des constructions, mais des constructions avec du béton. Vous faites de la construction
du pavillon avec jardin, avec des systèmes de récupération des eaux de pluie, etc., l'eau met plus de temps à s'écouler. Et comme elle met plus de temps à s'écouler, le canal a le temps de s'évacuer et les pontons ne seront pas inondés. Les pontons sont la première partie inondable de la promenade. En cas de très forte pluie, l'eau peut monter jusqu'aux marches situées plus haut. Pour le moment, la promenade est interdite dès qu'un risque est constaté, même si la municipalité réfléchit à différentes solutions. Aujourd'hui, on est en phase d'études. On regarde avec des cabinets pour connaître les volumes d'eau qui sont ramenés dans le canal en cas de forte précipitation. Une autre solution reste possible, rehausser le niveau de la promenade et des passerelles, une solution bien trop coûteuse. Pour le moment, les Arcisiens peuvent profiter des beaux jours pour jouir de la promenade. Le CNRS et la CPU, la conférence des présidents d'université, organisent chaque année un concours intitulé « Ma thèse en 180 secondes ». Chaque doctorant inscrit doit y présenter son sujet de recherche en français, en termes simples. Nous avons suivi l'étape locale de ce rendez-vous qui concernait uniquement l'université Paris-Saclay. Le reportage de Yolène Thorez et d'Élodie Moine. Quelques mots à son entourage, des sourires un peu crispés, puis quelques minutes de concentration. Laura Laensina, doctorante à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, s'apprête à passer sur scène. Elle fait partie des 12 finalistes de Paris-Saclay pour le concours « Ma thèse en 180 secondes ». Les doctorants doivent présenter leurs travaux de recherche en 3 minutes chrono et à l'aide d'une seule diapositive. Le jury est composé de journalistes, de professionnels de la communication, d'économie et bien sûr de chercheurs. Ils sont jugés sur 3 critères, sur leur aptitude à vulgariser leur sujet, sur leur aisance en prise de parole et sur la clarté de leur message. Vulgariser la science, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans la recherche. Nos directeurs de thèse ou même les stagiaires, c'est vraiment un exercice qu'on n'a pas l'occasion de faire dans notre métier. Aujourd'hui, je vais vous présenter MAPS. Alors MAPS, ce n'est ni mon chien ni mon directeur de thèse, c'est l'acronyme de Mycobacterium abscessus. Laura n'en est pas à sa première, c'est la 2e fois qu'elle participe au concours et relève le challenge. En 3 minutes, elle va tenter d'expliquer son travail depuis 2 ans, l'étude d'une bactérie qui infecte les patients atteints de mucoviscidose pour chercher à s'en débarrasser. Alors, go les macrophages! Tout juste, Laura termine sur le fil du rasoir. Son passage s'est bien déroulé. Parmi ses proches venus la soutenir, sa directrice de thèse. Elle voit dans ce concours un réel bénéfice pour sa doctorante. Bien souvent, un concours, pour être maître de conf, c'est une trentaine de minutes. Quand on a déjà fait cet exercice de vulgarisation, c'est vraiment très bien parce qu'on est face à un jury qui est assez éclectique et je pense que c'est un bon exercice pour son avenir, pour trouver un travail effectivement ou un poste dans la recherche. Le jury a tranché, les résultats sont enfin dévoilés. Le prix du jury, en fait, va aller à MAPS, donc Laura Laensina. Laura est la grande gagnante de cette finale Paris-Saclay. Elle remporte son ticket pour l'étape suivante. Je suis sous le choc, encore plus stressée que pour le passage et extrêmement contente. C'est fou, c'est une incroyable aventure et je suis trop contente d'aller au final national. La finale nationale se déroulera à Nancy le 3 juin et la finale internationale à Paris en automne. Et la lauréate, Laura Laensina, est en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc doctorante auprès de l'UFR des sciences de la santé Simone Veil à Saint-Quentin en Yvelines. Félicitations déjà pour cette victoire du 16 avril dernier. 12 finalistes avec un peu de recul. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Peut-être les traits d'humour que j'ai essayé de mettre tout au long de mon discours. Et j'ai tenu les 3 minutes pile poil. Les 180 secondes nécessaires à cet exercice. Finale nationale maintenant, ce sera le 3 juin à Nancy. Déjà une préparation, est-ce qu'il va falloir adapter ou ce sera le même exercice finalement? Ça sera exactement le même exercice. Après, je vais pouvoir retravailler encore un petit peu mon discours sur les quelques jours que je vais avoir d'ici la finale. Et bien sûr, se réentraîner à l'oral. Comme d'habitude. On va revenir sur les détails de ce concours, mais tout d'abord, la prochaine étape, encore après le national, c'est l'international, finale internationale à Paris au mois de septembre. Vous y pensez un petit peu? Plus au national qu'à l'international, parce qu'on est déjà 27 au national, donc c'est déjà pas mal de candidats
à battre. Et après, oui, l'international, ça fait toujours rêver. Pourquoi pas cette finale? Donc ce sera au mois de septembre, et puis déjà la première étape nationale, enfin la première étape que vous avez déjà remportée, la seconde étape nationale plutôt, ce sera au mois de juin. Un peu moins de 180 secondes peut-être maintenant pour nous résumer la thèse, parce qu'on ne va pas refaire l'exercice complet, je ne vais pas vous demander de nous résumer votre travail en 180 secondes, mais peut-être un petit peu moins. Sur quoi porte ce travail? Donc mon sujet de thèse porte sur l'étude d'une mycobactérie. Donc c'est une bactérie qui infecte soit la peau, soit les poumons de patients tels que les patients atteints de mucoviscidose. Donc une bactérie très virulente qu'on cherche à se débarrasser et à trouver de nouveaux moyens pour lutter contre cette bactérie. Et donc j'étudie les macrophages, qui sont des cellules de notre système immunitaire. Et je les étudie en parallèle de la bactérie, ensemble également, pour trouver des bactéries qui ne résisteraient pas à ces macrophages et mieux la connaître. C'est un travail qui vous a pris combien de temps et qui vous occupe depuis combien de temps tout simplement? Alors j'ai une bourse ministérielle de 3 ans pour réaliser tout ce travail, et là ça fait 1 an et demi que je suis sur le sujet et à fond. 1 an et demi en 180 secondes. C'est quoi le plus difficile dans l'exercice? Le plus difficile, c'est la vulgarisation, parce qu'on a tendance à employer des mots compliqués que nous, on pense qu'ils ne sont pas compliqués, qui sont de notre langage courant au laboratoire. Et du coup, vulgariser, enlever ces mots compliqués et les remplacer, c'est le travail le plus difficile. Parce que les avantages génomiques conférés à Microbacterium abscensus pour une existence intercellulaire, déjà rien que la thématique, déjà c'est compliqué d'approche pour les non-initiés. Un tel concours, ça vous apporte quoi justement? Ça vous permet aussi d'aborder différemment le travail aussi au quotidien, de vous poser de nouvelles questions, de nouvelles problématiques? Peut-être pas au quotidien, mais au niveau de notre amélioration de nos compétences de communication, l'amélioration de notre vision globale de notre sujet de thèse, du coup, parce qu'il faut le vulgariser, donc il faut l'appréhender globalement. Donc ça, c'est des outils, je pense, très utiles à développer tout le long de la thèse pour pouvoir soutenir au bout de 3 ans et avoir ces compétences orales et cette vision globale de notre thèse. Vous aviez déjà participé l'an dernier, on l'a entendu dans le reportage, à ce concours. Qu'est-ce qui n'avait pas marché la dernière fois et pourquoi s'y représenter? L'année dernière, j'avais, je pense, voulu faire trop compliqué. J'avais encore pas assez simplifié mon discours. Je n'avais pas trop mis d'humour non plus. On dit que l'humour, on apprend plus quand il y a de l'humour dans un discours, on le retient mieux, donc je n'en avais pas mis. Et je pense que j'étais plus stressée, c'était la première fois que ça se passait à l'université Paris-Saclay. On ne savait pas comment ça allait se passer et tout, donc cette année j'étais plus à l'aise. Cette démarche pour les chercheurs de devoir simplifier leur travail, de présenter un résumé très, très clair, très facile d'approche, c'est une nouvelle façon aussi de rapprocher monsieur, madame, tout le monde de la science. Il y a une démocratisation qui se met en place. Ça existait déjà à l'étranger, ce concours, mais là, ça vient d'arriver pour la France. Et ça vient d'arriver pour la France, et c'est exactement ça. Je trouve ça génial pour le fait de les personnes non initiées qui veulent apprendre qu'est-ce qui se passe en recherche française ou se renseigner dans les domaines, comment ça se passe. C'est vraiment leur donner l'outil pour que ça soit accessible et compréhensible pour tout le monde, et n'importe quelle personne qui souhaite s'intéresser et se documenter sur le sujet, je pense que c'est un très bon moyen. Et pourquoi pas susciter des vocations parmi les plus jeunes? Qu'est-ce qui vous a amené vers la recherche, justement? Exactement. Ma passion pour la biologie, déjà. Plus particulièrement la microbiologie, donc tout ce qui est étude de bactéries et micro-organismes. Et j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la santé humaine, donc santé publique, donc des sujets comme ça. Donc j'ai trouvé le sujet de thèse qui rapprochait ces 2 domaines. Et pour le résumer, il y a une chose qu'on n'a pas précisée, vous avez tout de même l'aide d'une diapositive, une seule image. Comment on l'a choisie, cette image? C'est compliqué parce qu'on a l'habitude de faire normalement des communications un peu plus longues avec une vingtaine de diapositives. Donc là, il faut en choisir une. Il faut qu'elle ait un impact visuel assez fort. Pas trop complexe pour pas que les gens se perdent dedans et oublient de vous écouter à votre discours. Donc un impact fort, assez simple et qui doit être réellement en relation avec ce que vous dites à l'instant présent. Vous vous êtes donné des conseils entre chercheurs où il y avait une vraie compétition justement entre participants? Non, on a fait tous une formation d'une journée ensemble pendant laquelle on répétait nos discours et on se donnait des conseils chacun les uns les autres, qu'est-ce qui allait mieux, les points négatifs, les points positifs dans nos discours.
Et je pense que c'est aussi grâce à eux, grâce à leurs critiques qui m'ont fait ce genre de formation, que j'ai pu améliorer mon discours. Donc la recherche est une grande famille. Tout se passe bien et tout le monde est très content de votre victoire. Tout à fait. Et vous soutient pour la prochaine étape. Justement, avant cette prochaine étape et puis même après, comment ça va se passer pour la suite de votre recherche, de votre parcours? Aujourd'hui, vous nous disiez, vous en êtes à peu près à la moitié, c'est ça? C'est ça, 1 an et demi. Donc il me reste 1 an et demi pour finir ma thèse et clôturer mon sujet. Et après, le devenir de tous tes arts, c'est trouver un poste de postdoctorant en vue de présenter les concours pour être chargé de recherche ou maître de conférence. Et ça, il y a des ouvertures, des possibilités, ne serait-ce qu'en France. On parlait de l'approche de la recherche de la science par la France. Est-ce qu'il y a de la place en France ou est-ce que c'est plutôt vers l'étranger qu'il faut s'orienter? Non, il y a de la place en France. Après, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens que les États-Unis ou que d'autres pays pour qui la recherche est gérée de manière différente, mais il y a également de quoi faire en France. Votre ambition, c'est de rester sur la France ou de faire comme beaucoup de chercheurs et de partir à l'étranger aussi? Même si beaucoup de chercheurs partent à l'étranger, je pense que c'est tout le temps que pour quelques années, pour un postdoctorat de 2-3 ans, et je pense que la plupart reviennent en France après pour s'établir. Merci Laura Alain-Sina, finaliste donc de ce concours Ma thèse en 180 secondes, finaliste nationale. Ce sera à Nancy le 3 juin et nous vous donnerons bien sûr les résultats. Merci d'être passé sur ce plateau. Culture à présent et pour les amateurs de chevaux, le Haras des Bréviaires vient de dévoiler son tout nouveau spectacle 2015 qui mêle comme toujours émotion et voltige. Catherine Zulato, Hélène Torres et pour les images, Patrick Jacques de Dixmude. Il tourne, vire en toute confiance avec l'animal. Morgane Nuvet est enseignant d'équitation et voltigeur. Une pratique qu'il met en action le temps d'un spectacle proposé en ce moment au Haras des Bréviaires. Un spectacle qui a demandé plus de 3 mois de préparation. Ça fait 6 ans que je pratique la voltige. Je suis cavalier depuis plus de 15 ans et ça fait 6 ans que je pratique la voltige. Il y a de l'adrénaline que je ne trouvais plus dans les disciplines classiques d'équitation. Même si j'ai plaisir à l'enseigner, j'ai plus plaisir à la pratiquer en compétition et du coup je me suis dirigé un peu vers le spectacle. La voltige cosaque, ça mêle la vitesse, les prouesses acrobatiques et donc c'est là où j'ai trouvé vraiment mon plaisir. Je suis sur mon cheval et je descends, je remonte, je suis accroché par un pied, par un bras, voilà, c'est tout ça lancé au galop et du coup c'est assez spectaculaire. 1h30 de spectacle avec des voltiges de prouesses, des numéros comiques associant aussi bien le poney que le cheval de trait. Les visiteurs peuvent également découvrir le Haras national à travers des ateliers pédagogiques. Prochaine séance le 29 avril à 14h. Culture toujours de plaisir à New York, c'est le parcours que va réaliser dans quelques jours Laurent Moreau, un photographe plaisirois sélectionné pour participer à une exposition collective à l'Agora Galerie de New York. L'exposition démarre le 24 avril prochain et parmi les artistes présents, 4 Français, dont Laurent Moreau, que Mathilde Capberne a rencontré ce mercredi juste avant son départ. J'expose à l'Agora Gallery de New York, qui est une des 5 plus grosses galeries recensées par CBS à Manhattan. Donc c'est la galerie qui m'a contacté, qui m'a demandé d'exposer chez eux pour une grande exposition qui s'appelle Illumination. C'est une ville que j'aime beaucoup et qui contraste pas mal avec les autres voyages que je fais où je suis plutôt en immersion auprès de peuples. Là, je reviens du Laos où j'ai vécu avec les minorités ethniques du nord-ouest du Laos à la frontière birmane pendant un bon moment. Alors la photographie m'a toujours, j'en fais depuis que je suis tout petit, mais que j'ai décidé vraiment d'en faire professionnellement, c'est beaucoup plus récent. Et puis c'est aussi pour moi une façon d'être militant parce que y a un vrai patrimoine culturel qui est en train de s'évanouir complètement, aussi bien linguistique que dans les costumes traditionnels, que dans les médecines traditionnelles, que voilà. Et voilà, j'avais envie de m'investir dans ce créneau. Et puis, toujours en culture, cette initiative du Château de Versailles et du Château de Vaux-le-Vicomte qui s'associent afin de concevoir une exposition virtuelle inédite. Un nouveau regard sur 2 hommes de pouvoir, Louis XIV et Nicolas Fouquet, à découvrir en ligne grâce à l'Institut culturel de Google. Environnement, à présent, et la réserve naturelle de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines qui, comme chaque mois, vient d'ouvrir ses portes au public. Des visites guidées pour découvrir la faune et la flore d'un site classé Natura 2000 pour la rareté et la fragilité des espèces présentes. Un reportage de Patrick Jacques de Dixmude et... Nicole Dupin a 2 passions dans sa vie, les oiseaux et la nature. Elle s'est levée à l'aube ce samedi pour visiter la réserve naturelle nationale de Saint-Quentin en Yvelines dès 8h30.
Nous, on est passionnés, on est ornitho-passionnés, donc... Mais là, on n'entend pas grand-chose. Enfin, il fait peut-être un peu froid. Peut-être les oiseaux sont un peu engourdis encore. Une visite exceptionnelle. En temps normal, la réserve naturelle n'est pas en accès libre, contrairement au reste de l'île de loisirs. Le domaine accueille le public une seule fois par mois. Pour profiter pleinement de ce rendez-vous, Nicole Dupin a sorti ses jumelles et sa longue vue pour observer les oiseaux. Déjà, on repère aux jumelles, vous voyez, comme ça, hop. Et puis, sitôt qu'on voit quelque chose, on se précipite sur la lunette. Et voilà. Là, on voit bien. Ouverte depuis 1986, la réserve naturelle accueille 500 visiteurs par an. À ce jour, plus de 300 espèces d'oiseaux sont répertoriées sur le site. C'est un bon spot ornitho. Il faut être bien équipé parce que les oiseaux ne sont pas toujours tout près. Donc il faut avoir des longues focales quand on fait de la photo ou des longues vues d'observation comme les ornithologues. Et il y a des belles observations à faire avec des espèces parfois très rares. Ce sont des espèces sauvages, donc des espèces qui appartiennent à la faune ou à la flore. Et la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines est surtout connue pour sa richesse ornithologique. Donc vous êtes sûr, en venant ici à Saint-Quentin, de voir facilement des oiseaux. Donc c'est très bien pour les débutants et aussi c'est très bien pour les initiés, puisque les observatoires vous emmènent tout près de l'étang et donc vous permettent de voir les oiseaux. La réserve naturelle nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines ouvrira à nouveau ses portes le 24 mai pour célébrer à la fête de la nature. Un reportage de Mickaël Elmidoro. Donc, et pour terminer cette édition, une image, celle de ces enfants invités par le Secours populaire. Ce sont plus de 150 cars et minibus partis des 8 départements franciliens qui se sont retrouvés hier au parc Astérix, soit 550 petits Yvelinois. En 2015, en Île-de-France, plus de 143 000 personnes sont aidées par le Secours populaire. Parmi elles, 52 000 sont des enfants de moins de 14 ans. Prochain journal demain aux mêmes horaires, tout de suite sur TV Fil Kiosque, présenté, préparé par Catherine Zulato, hebdomadaire de la culture. Très bonne soirée.